50 millions de morts sur une population de 85 millions, voilà les effets de la peste noire sur l'Europe. Ça reviendrait aujourd'hui à faire disparaître les 3/4 de la population française en 5 ans. Ah bah c'est sûr, c'est pas le Covid qui va faire ça parce que c'est de la merde. Ouais, bon, elle vient d'où cette peste? Comment est-elle réapparue? Et surtout, comment est-elle arrivée chez nous? La peste n'est pas originaire d'Europe, elle a été importée. Les chroniqueurs à travers le monde ont toujours ciblé l'origine de ce mal à l'Est. Pour certains, elle venait de Chine, de l'Inde, de la mer Caspienne, du Caucase ou bien du nord de l'Asie. L'origine de cette maladie a fait débat pendant 700 ans. L'idée que la peste viendrait de Chine arrive au XXe siècle avec la troisième pandémie de peste mondiale, la peste de Chine, originaire de Wuhan. Wuhan, oh là là. On se dit tout bêtement, si cette pandémie vient de Chine, alors la précédente vient aussi de Chine. Et presque. Depuis 2022, on sait avec certitude que la seconde pandémie de peste provoquée par l'épisode de la peste noire est née ici. Aujourd'hui, au Kirghizistan, dans la région du lac Issyk-Kul, au sein de la chaîne de montagnes du Tian Shan, c'est dans cette région que le patient zéro de la seconde pandémie est apparu. Mais avant ça, comment est née la peste? Bon, je vais pas rentrer dans les détails scientifiques parce que j'ai pas que ça à foutre et c'est méga compliqué, mais il y a 7000 ans, la bactérie Yersinia pseudotuberculosis, joli prénom ça, mute et donne naissance à Yersinia pestis, l'agent infectieux de la peste, capable désormais de survivre dans le sang et pouvant évoluer dans l'estomac d'une puce, rendant alors la maladie transmissible par les insectes. Les puces affamées et agressives cherchent constamment de nouveaux hôtes. Ce sont des causes écologiques qui auraient provoqué une nouvelle fois la transmission de la maladie vers l'homme. Car oui, ce n'est pas la première fois, la peste noire est en fait le premier épisode de la saison 2 de la peste. La première pandémie de peste attestée est la peste justinienne. Voilà, alors si t'as peur de pas laisser d'héritage sur Terre une fois mort, sache qu'on a donné le nom de l'empereur byzantin à une pandémie de peste. Une pandémie qui frappe le bassin méditerranéen et le Moyen-Orient. Entre ces deux pandémies, la peste s'est faite discrète. Il n'y a pas eu d'épisode de peste. Pour une raison simple, la bactérie n'a pas besoin de l'homme pour survivre. L'homme est en fait un dommage collatéral. Mais alors, quelles sont ces raisons écologiques faisant revenir la peste? D'abord, la région centra-asiatique connaît une période très humide, créant une explosion démographique chez les rongeurs porteurs de puces contaminés par la peste. Ensuite, cette même région connaît une intense période de sécheresse caractérisée par une chute brutale des précipitations, provoquant une surmortalité des rongeurs présents en très grand nombre. Les puces ont alors cherché par survie de nouveaux hôtes. En se rapprochant des implantations humaines, les puces ont contaminé les animaux domestiques et les humains. Voilà comment la peste s'est retrouvée en contact direct avec l'homme. Nous avons l'étincelle, maintenant voilà notre combustible qui n'est d'autre que les routes commerciales et bien sûr la route de la soie. La peste est par essence une maladie commerciale, les rongeurs se cachant bien au chaud dans les balles de soie, les cargaisons de fourrure et bien sûr les sacs de grains. Pouvant alors se déplacer tranquillement de l'est de la Chine jusqu'à l'Europe en passant par le Moyen-Orient et toute la Méditerranée, la région initiale de la peste se trouve tout pile sur le chemin des deux artères principales de la route de la soie. Autant vous dire le meilleur axe de transport de la planète à l'époque, rien de mieux pour transmettre une maladie. Si pendant longtemps on était persuadé que la route de la soie avait joué à elle seule le rôle de la propagation de la peste, c'est aujourd'hui bien plus mitigé. Nous avons l'étincelle ainsi que le combustible. Je vous présente maintenant le bidon d'essence ayant rendu la peste aussi efficace et dévastatrice, l'Empire mongol. L'histoire de la seconde pandémie de peste est intimement liée à l'Empire mongol. En fait, plus d'un siècle auparavant, lors des premières conquêtes de Gengis Khan, roulant sur toute l'Asie et en direction de l'Europe, les Mongols ont disséminé des rongeurs et des puces infectées absolument partout sur leur chemin. La maladie est alors passée de marmotte des montagnes, rarement en contact avec l'homme, au rat noir, un rat familier des humains adorant les greniers et les habitations. Le rat noir un peu mignon qui squatte ton lit et ta bouffe a maintenant la faculté de te refiler la bactérie la plus dévastatrice qui existe, créant alors des réservoirs endémiques dormants prêts à exploser. Bah oui, un rongeur est habitué à son habitat. Si un troupeau de marmottes est infecté par la peste, le troupeau meurt, on n'en parle plus. Logique. Mais maintenant, les humains sont au contact des rongeurs infectés. La seule présence de la route de la soie n'aurait sans doute pas suffi à propager la peste jusqu'à l'Europe. Les échanges commerciaux sont bien trop lents pour permettre aux rongeurs des montagnes de propager efficacement la maladie. Mais alors, comment les Mongols s'y sont pris? Enfin, comment ont-ils, sans le savoir, créé une pandémie de peste sous stéroïdes? Les Mongols sont des spécialistes de la logistique et du transport. Quand une armée mongole se déplace, elle déplace tout. Les familles, les femmes, les enfants, les ressources, le bétail, les chevaux et bien sûr les soldats. Elle déplace tout un écosystème avec elle et très rapidement. Ils disposent d'un gigantesque réseau de greniers, de moulins et de transport de céréales, créant un réseau ininterrompu de grains à travers toute l'Asie. Une fois une armée mongole installée, les rongeurs infectés se mélangent aux rongeurs locaux. Et puis, avantage indéniable, enfin avantage du point de vue de la peste bien sûr, la Pax Mongolica. À la manière de la Pax Romana, toutes ces entités composant l'Empire mongol favorisent le commerce en facilitant le passage des cargaisons. Qu'en est-il de l'évolution territoriale de la peste? Les tombes de la région d'origine de la peste, dont l'ADN a été analysé, datent de 1338. À partir
partir de là, on peut retracer son évolution. Tout va hyper vite, sont touchés les immenses steppes d'Asie centrale, de la mer Caspienne à la Chine, toute l'Inde est infectée. Le centre de la Horde d'Or est frappé à son tour, la capitale Sarai est ravagée, pareil pour le port d'Astrakhan. Idem pour le Moyen-Orient et l'Anatolie. A lieu pendant ce temps le siège de Kaffa. Le Khan de la Horde d'Or décide d'assiéger la ville. Très vite, la peste redescend en direction du Caucase, affectant la Crimée et bien sûr l'armée du Khan qui se fait décimer par la maladie. Mais là, on a un gros problème. Bon, on en avait déjà un depuis quelques temps, mais là, Kaffa n'est pas n'importe quelle ville. C'est à l'image de Constantinople, une place centrale dans le commerce entre l'Asie et l'Europe. Vous vous en doutez, la peste finit par rentrer dans l'enceinte de la ville, c'était inévitable. J'aurais bien aimé vous dire que c'est à cause des Mongols qui ont catapulté des cadavres pestiférés par-dessus les murailles, créant ainsi la première attaque biologique de l'histoire. Seulement, y a aucune preuve. Voilà, le type qui a raconté ça était à Piacenza, en Italie, au moment des faits. Il a juste raconté les trucs qu'il a entendus, le bouffon. Et puis, même si les Mongols avaient catapulté leurs morts pour terrifier les Génois, ce n'est pas cela qui a fait rentrer la peste dans la ville. Muraille ou pas, le rat se démerde toujours pour rentrer, t'inquiète pas. Le siège se termine d'ailleurs par une trêve, parce que les deux camps s'évaporent à vue d'œil sans que le moindre soldat puisse lever une arme. Mais en fait, on meurt comment de la peste? Enfin, je veux dire, tu l'attrapes, oui, d'accord, ok, mais il se passe quoi concrètement? Voilà, tu vois, c'est le moment où il faut arrêter de manger, là. Eh bien, en fait, il existe plusieurs types de peste. Et oui, 3 types, plus exactement. Enfin, plutôt 2 types, dont une qui a une évolution de l'autre, enfin bref, on s'en branle. La version la plus connue, la peste bubonique, la classique, la plus visuelle avec les bubons, la visuellement dégueulasse, c'est 80% des cas. Taux de mortalité entre 50 et 70%. C'est en effet la vision de la peste que les gens ont aujourd'hui, des patients agonisants avec des boules dégueulasses sur la gueule et tout le corps. Eh bien, sachez que ça là, cet état là, c'est si vous avez de la chance. Oui, une fois la peste bubonique attrapée, celle-ci peut rester telle qu'elle, ou alors si la puce pique directement une veine ou si le sang devient contaminé, votre pestilence évolue en peste septicémique. Alors, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais là c'est quand l'infection est généralisée dans le sang. Alors, comment dire, hémorragie interne de partout, gangrène, nécrose, tu noircis, littéralement. C'est d'ailleurs de là d'où vient le nom de la peste noire. C'est une blackface, mais sur tout le corps, et c'est fatal. Là c'est fin de carrière, hein. Il n'y a pas d'issue, taux de mortalité 100%. Déjà de nos jours, c'est chaud à soigner, alors imagine les bougres à l'époque. Dernier cas de peste, la peste pulmonaire. Celle-ci s'attrape de 2 manières. Soit tu passes d'abord par la peste bubonique et ensuite la bactérie envahit tes poumons, soit tu l'attrapes en étant en contact avec un humain porteur de la peste pulmonaire par voie respiratoire. Tu la chopes comme un rhume. Ce qu'il y a de particulier avec cette version de la peste, déjà, c'est le fait que tu te noies dans ton propre sang, tu tousses ton sang, aussi appelé sirop de framboise. Et puis surtout, tu la chopes le matin à 9h, le soir tu t'endors, si t'y arrives, y a pas de réveil. Pareil, là c'est fin de carrière en 24 heures. Encore aujourd'hui, c'est l'une des maladies les plus mortelles qui existent. Si aucun traitement n'est pris dans les 24 heures, capote, plus de bonhomme. Voilà, donc la peste n'est pas qu'une affaire de rats et de puces. Et puis bien souvent, dans les dernières heures d'un patient, t'es pas à ça près, hein, t'as un peu toutes les versions en même temps, il y a absolument tout qui merde, tu pourris de partout, c'est dégueulasse. J'en étais où? Oui, Kaffa. Les rongeurs entrés dans la ville finissent par envahir les navires génois qui repartent de Kaffa une fois l'hiver terminé et la trêve signée. Ils passent bien sûr par Constantinople, et une fois Constantinople atteint, bon bah là c'est finito, hein. La peste peut débarquer absolument partout, à tout moment. La peste arrive en Égypte par Alexandrie, ravage le Caire, le sultanat mamelouk ne se remettra jamais du traumatisme, affectant ensuite le reste du Moyen-Orient. En même temps, les premiers navires arrivent en Sicile, à Messine. Au bout de quelques temps, la maladie se propageant, les autorités ordonnent aux bateaux de partir. Gênes est prévenu de l'arrivée des bateaux, les autorités utilisent des catapultes et des flèches pour les faire partir. À ce niveau de la traversée, j'ose même pas imaginer la dégaine des marins, ça doit sentir la mort, une puanteur ignoble, la moitié de l'équipage est mort, l'autre moitié est zombifiée, c'est terrible. Un bateau comme ça, c'est le paradis pour les rongeurs, à manger à l'infini, et les puces finissent tôt ou tard par se retrouver sur un membre de l'équipage, vu que c'est un bateau. Bah oui, les puces ne nagent pas, et puis de toute manière, les puces détestent l'eau. Des navires finissent par accoster quelque part, affectant la Corse, la Sardaigne, Pise, d'autres navires partant de Constantinople atteignent Venise, pareil pour le Maghreb. Et le 1er novembre 1347, des navires arrivent à Marseille. À ce moment-là, il n'y a plus rien à faire. Les ports européens de la Méditerranée ont été touchés, le reste de l'Europe va être affecté dans son intégralité, hors quelques exceptions, atteignant l'Angleterre, le Saint-Empire romain germanique, la Scandinavie, les royaumes de l'Est ainsi que les Balkans. Mais il y a un truc qui cloche, soyons réalistes, les rongeurs n'ont pas pu à eux seuls propager la maladie sur tout ce territoire. Enfin, un rat ça fait pas des centaines de kilomètres, je veux bien qu'il y en ait eu des millions qui ont été trimballés sur des longues distances, mais soyons sérieux, c'est bizarre, non? Eh bien en fait, c'est l'homme lui-même qui a propagé la peste. On comprend bien mieux tout ce bordel quand on sait que les humains disposent de leurs propres puces, des puces de l'homme, les poux de corps, des petites merdes qui se baladent sur toi un peu partout. Les humains portaient le vecteur sur eux-mêmes, dans leurs cheveux, sur leurs vêtements, c'est pour cela que la maladie a pu se déplacer si facilement de village à village. Même pas besoin de rats. Elle est là la vraie raison de la mortalité titanesque de la peste. Le simple fait de vivre dans la même maison qu'un pestiféré suffisait à te contaminer. En ajoutant que les populations européennes n'étaient pas vraiment en forme lors de l'arrivée de la maladie, due aux températures négatives du petit âge glaciaire ainsi que la
la grande famine du début du siècle. Cela a contribué à ravager le système immunitaire des Européens sur plusieurs générations dû à la malnutrition. Non, vraiment, crois-moi, s'il y a un siècle que tu veux vraiment pas y foutre les pieds, c'est le 14e. Mais tout veut te tuer, c'est de la merde. La peste a non seulement tué une bonne partie de l'humanité ainsi que plus de la moitié des Européens, mais le traumatisme fut si grand que le féodalisme s'est en partie effondré. La main-d'œuvre étant devenue plus rare, les paysans et les artisans ont pu exiger des salaires plus élevés. Les seigneurs assouplissent les conditions du servage pour retenir les paysans sur leurs terres et qu'ils ne partent pas voir ailleurs. Comment redynamiser l'emploi? Eh ben en tuant la moitié de la population. Je vais peut-être tenter un truc pour les présidentielles, moi. Énorme perte d'influence de l'église, incapable d'expliquer ou de stopper la maladie, apparition des flagellants, des types qui se frappent pour apaiser la colère divine. Bah oui, à l'époque, la seule explication de l'arrivée de cette maladie, c'est que Dieu n'est pas content. Donc on essaye de plaire à Dieu en s'excusant. Voilà, il y a toute ta famille qui crève d'une maladie de merde et toi tu te fouettes, super. Et en parlant de plaire à Dieu, qui c'est qui va s'en prendre plein la gueule? Les Juifs. Ah bah c'est eux qui ont crucifié le Seigneur, si Dieu n'est pas content, on va faire au mieux pour lui plaire. Hop, pogrom. Et enfin, si la peste noire a fait des ravages, il ne faut pas oublier qu'il s'agit là de la première manifestation de la peste lors de la seconde pandémie. Celle-ci a persisté pendant des siècles en apparition par-ci par-là, en Europe, en Asie, en Afrique. Ne l'oubliez pas, la peste existe toujours. Très rare certes, mais elle existe sommeillant dans des réserves animalières. Elle est même endémique dans certaines régions, faisant entre 1000 et 2000 cas par an.